Bonsoir, moi c'est Mathieu Tardy, donc je suis LSE 2017 et aujourd'hui je vais vous parler de traces d'exécution et d'analyse mémoire. Alors déjà, pourquoi des traces d'exécution et d'analyse mémoire? Je suis dans une problématique où je voulais déjà me simplifier du travail de reverse engineering et je voulais aussi découvrir un peu l'API de PIN, quel genre de choses on pouvait faire avec, qu'est-ce que ça donnait niveau performance et à quel point c'était scalable. Typiquement, je peux lancer des applis console avec, mais je voulais aussi voir ce que ça donnait sur des applis graphiques, type je lance mon Firefox dedans, qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que j'entends par une trace d'exécution? Typiquement, ça va être un log de tous mes accès mémoire, donc aussi bien les écritures que les lectures, mais aussi les changements de mapping. Donc typiquement, quand vous allez avoir des syscalls mmap, mremap et mmmap, les différents types de changements qui vont s'opérer en mémoire. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Typiquement pour de l'optimisation de code, mais aussi pour, comme je disais, faire simplifier certains boulots de reverse engineering. Et on peut aussi faire des visualisations super kikou de ce qui se passe en mémoire quand vos programmes y tournent. Le côté optimisation. En gros, une fois qu'on log ce qui se passe en mémoire, on peut faire du benchmark. Parce qu'on a un résumé en gros des accès du processus à l'ensemble de la mémoire. Plus spécifiquement, on peut aussi essayer de voir ce qui se passe au niveau d'une simple structure. C'est-à-dire, j'ai une structure donc caractérisée par un offset et une size, et j'aimerais bien voir quand mon programme tourne, à quelle fréquence et combien de fois il va taper dans certains champs de ma structure. Et donc du coup, pouvoir comparer par exemple deux implémentations d'un algo différent, on fait la trace d'exécution et on voit comment ça impacte au niveau des accès à la structure. Dans le cas du reverse engineering, je vais prendre un cas concret. Dans le cas du LSE, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs CTF. Des fois, on se retrouve avec des binaires qu'on veut reverse et qui sont linkés statiquement. Qu'est-ce que ça implique? Les binaires ils vont contenir les bibliothèques. Du coup, on se retrouve avec des quantités de code qui sont juste imbuvables. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est restreindre notre espace de recherche, pas avoir à se taper le reverse du programme entier et de se focus sur une partie qui est en fait les routines de vérification de flag. Typiquement, c'est typiquement ce qu'on a envie de trouver pour craquer l'exercice. Donc les approches possibles pour faire ça, en gros il y en a 4. Soit on se tape le binaire complet à reverse. C'est justement ce qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est super long et c'est chiant. Sinon, on peut utiliser du tracing de code. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va lancer notre programme et quand on est juste avant la routine de vérification, on va commencer à tracer les instructions qui sont exécutées, donc en enregistrant le IP. Donc une fois qu'on a ça, en fait, on va récupérer uniquement le code qui contribue à la vérification du flag. Donc c'est bien, ça restreint déjà notre espace de recherche. Il y a quand même un truc chiant, c'est que si la routine de check de flag elle fait quand même appel à des fonctions des lib, on se retrouve quand même avec ce code. La troisième option, par signature, elle est un peu complémentaire de la première, c'est-à-dire typiquement quand vous allez ouvrir votre binaire dans IDA, il va vous le désassembler et il va essayer de trouver des signatures au niveau du code. Il va voir des trucs qu'il reconnaît, il va se dire ça c'est une fonction que j'ai déjà vue, je connais son prototype, ça sert à rien que tu la reverse, je te file le prototype, tu sais ce qu'elle fait. Donc c'est cool, ça nous permet quand même d'ignorer une partie du code. Et ensuite, ce sur quoi je me suis intéressé, c'est le tracing d'accès mémoire. En fait, c'est le même principe que du code. C'est juste qu'au lieu d'essayer de récupérer seulement le code qui contribue au check du flag, on va essayer de récupérer seulement les accès mémoire qui contribuent au check du flag. Les méthodes pour faire ça, sous Linux, on a ptrace, la représentation intermédiaire de Valgrind.
Sous Windows, on a l'API de debugging, et sinon, on a deux autres solutions qui marchent sur les deux. L'analyse statique, donc ça, typiquement, vous allez désassembler votre binaire, et vous allez chercher les instructions qui touchent à la mémoire. C'est cool, mais ça se fait en statique, du coup, tout ce qui se passe au runtime, vous l'aurez pas, et c'est déjà suffisamment chiant comme ça. Du coup, Pin, pourquoi est-ce que c'est cool? Comme on l'a dit, ça tourne sous Windows et Linux, ça nous permet de faire abstraction de l'OS, mais aussi c'est super rapide. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de single step avec ptrace, c'est une horreur. La représentation intermédiaire de Valgrind, c'est cool, mais un programme qui tourne sous le corps de Valgrind, donc sans compter des modifications, sans compter de l'instrumentation qu'on pourrait faire dessus, l'overhead il est de 5 à 10 fois. Globalement, votre programme il va prendre 5 à 10 fois plus de temps à s'exécuter que si vous le lanciez normalement. Sous Pin, l'overhead il est de seulement 30%, donc pareil en prenant en compte seulement le coût de faire tourner votre binaire sous Pin. Donc il va prendre 30% de temps en plus à s'exécuter que normalement. Donc Pin, avant de parler de Pin, je vais introduire ce que c'est que l'instrumentation. En gros, c'est insérer du code dans notre programme. On veut détourner son exécution et pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec. Typiquement, ça c'est un code normal, il va s'exécuter d'une traite. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est ça. Pouvoir s'insérer n'importe où et faire la vie avec notre exécutable. Les features de Pin, donc déjà qu'est-ce que c'est? C'est un framework d'instrumentation. Ça tourne sous x86 3264 bits et il dispose de deux modes. Il y a un JIT mode et un probe mode. Le probe mode c'est cool, c'est assez rapide, il n'y a quasiment pas d'overhead. Le problème c'est qu'il n'y a pas toutes les fonctions de Pin qui sont dispo. Comment ça marche? En gros, il fait du code trampoline, donc il insère des jumps et ça va jumper sur du code qui est alloué de part en mémoire. Le JIT mode, par contre, on a tout ce qu'on veut au niveau de l'API Pin. Et comment ça va marcher? Il va parcourir votre binaire, il va l'exécuter normalement, et dès qu'il va tomber sur des fonctions de hook que vous avez définies, ce qu'il va faire, c'est que JIT pour just in time, il va inliner votre fonction de hook dedans et il va recompiler une partie de votre binaire en fait. Donc après, quand il repasse dessus, ça a été recompilé, il a pu à le faire quoi. Qu'est-ce qu'il y a de cool avec ça aussi? C'est que si on trust la doc de Pin, ça n'affecte pas l'état de l'application. C'est-à-dire qu'au niveau de votre binaire, son comportement sera exactement le même qui tourne sous Pin ou qui tourne normalement. Bien sûr, sous le corps de Pin. Dès que vous allez rajouter de l'instrumentation, c'est logique, ça va changer des trucs. Une autre feature cool, c'est que c'est de l'instrumentation dynamique. Donc tout ce qui est code généré dynamiquement, ça va être géré sans souci. Et un truc qui va être vachement cool pour nous aussi, c'est qu'on va pouvoir s'attacher à un process qui est déjà en cours d'exécution. Typiquement, je veux lancer une application qui est une interface graphique, qui sert juste à rentrer du texte dedans, à cliquer sur un bouton pour checker un flag. J'ai pas envie de monitorer tout ce qui se passe au niveau de l'initialisation de la lib graphique. Moi, ce que je veux, c'est juste tracer ce qu'il fait quand je lui demande de checker ce que j'ai rentré. Donc Pin va nous permettre de faire tout ça. Comment ça se passe? Vous allez développer ce qu'on appelle un Pin tool, donc vous définissez en fait vos fonctions d'instrumentation. Vous compilez ça sous forme d'une lib dynamique, donc sous Linux c'est un .so. Et ensuite vous allez utiliser Pin pour démarrer votre application et vous vous attachez dessus. Pin va se charger d'injecter votre .so et ensuite c'est bon, votre processus il est en train d'être instrumenté et toute la vie que vous avez définie dans votre Pin tool, c'est Pin qui va s'en occuper tout seul. Du coup, pour revenir dans le contexte du tool que je voulais faire, je voulais me servir des traces mémoire pour essayer du coup d'isoler des parties de la mémoire et du code qui me permettraient de ne pas avoir à me taper le reverse des binaires complets. J'ai décidé de diviser mon truc en deux parties, c'est-à-dire une partie core qui est en fait un Pin tool qui permet de loguer tout ce qui se passe en mémoire, et une autre partie qui va être une interface graphique qui permet d'analyser les traces générées par Pin tool
et d'essayer de nous sortir quelque chose qui va nous donner une visualisation en fait de ce qui se passe et idéalement de nous aider en fait à restreindre cet espace de recherche. Donc le core, son but c'est de record toutes les informations qu'on a au runtime qui sert à former en fait la trace d'exécution. Comment on fait ça? Pin nous fournit déjà tout ce dont on a besoin. On va définir une fonction de callback qui est appelée à chaque découverte d'une nouvelle instruction. Donc cette fonction de callback, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder combien d'opérants de mémoire on a. On itère dessus, on check si c'est une opérande qui est écrite ou lue. Si c'est écrite, on insère une fonction qui va être JT, qui va loguer les infos dont on a besoin. Typiquement l'instruction pointer, l'adresse qu'on a lue ou écrite en mémoire, la taille du read ou du write, et du coup un booléen pour dire si c'est un read ou un write. Donc on va loguer tout ça. Et c'est bon. Et dans un deuxième temps, ce qu'on veut faire, c'est loguer les modifications de mapping. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se hooker sur les syscalls. Il y a Pin qui nous file deux fonctions, syscall-entry, syscall-exit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans syscall-entry, qui va être le callback appelé à chaque entrée de syscall, on va juste enregistrer le EAX quelque part. Donc EAX qui va contenir votre numéro de syscall. Et on va redonner la main au processus. L'OS va exécuter notre syscall. Et au retour du syscall, on va du coup regarder le EAX. Si c'était un syscall qui correspondait à une fonction un syscall de la famille nmap, donc un de ces trois-là, dans ce cas-là, on va dumper le proc map pour avoir les mappings et du coup differ pour avoir les changements. Sinon, on fait rien. Alors tout ça c'est cool, mais on a envie du coup de former notre trace. Tout ce qu'on est en train de loguer, dans un binaire, vous allez avoir énormément d'instructions, énormément d'accès mémoire. Du coup, un format de... au-dessus de ça, un format texte, c'est proscrit, quoi. Du coup, on va vouloir sérialiser tout ça dans un truc assez sympa. Donc pour ça, on va utiliser protobuf. Qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui nous permet de sérialiser des données structurées. Pour prendre les termes de Google, pensez à du XML, mais en plus rapide, plus léger et plus simple à utiliser. Au niveau feature, qu'est-ce qu'on a? C'est rapide, c'est flexible. Vous pouvez faire à peu près tout avec. Si des fonctions de protobuf ne vous conviennent pas, elles ne font pas exactement ce que vous voulez, vous pouvez facilement les redéfinir pour coller absolument à vos besoins. C'est facile à utiliser, j'ai un petit exemple de comment on déclare une structure protobuf juste après. Il y a des bindings pour énormément de langages. Google de base fournit avec protobuf v2 des bindings pour Java, C++ et Python. Avec protobuf v3, on a 6 ou 7 autres langages en plus, comme Ruby. Et il y a plein de tierces personnes qui ont développé des bindings pour d'autres langages. Ils sont à peu près tous supportés. Le dernier truc qui est vachement cool, c'est que c'est un format de sérialisation qui est adapté pour des très larges sets de données qui sont petites. Donc là, typiquement, ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on a besoin? Juste un entier 3 entiers 64 bits pour nos adresses, un booléen pour aussi un read et un write, et une taille d'écriture ou de lecture. Donc grosso modo, voilà quelle tête ça a. On passe à la partie analyse. Donc en gros, ça comme je le disais, son but c'est de désérialiser du coup ce qu'on a enregistré dans la trace et d'essayer de nous donner une sortie qui nous permet d'en déduire quelque chose. Donc pour ça j'ai développé plusieurs sortes de représentations. Bon, celle-là elle sert principalement pour du debug. C'est juste en gros je récupère ce qu'il y a dans la trace et je l'affiche bêtement. Donc suivant. Ça c'est ce dont je parlais au début, typiquement pour des problèmes d'optimisation. En gros, voilà. En gros, ça va filtrer tout ce qu'on a, ça va filtrer tous les accès mémoire qu'on a eu pour uniquement avoir les accès à une structure particulière.
Donc ça, vous lancez deux traces différentes, enfin l'analyse de deux traces différentes pour deux implèmes d'algo différentes, et vous pouvez voir les différences au niveau des accès aux différents membres de votre structure. Bon, ça reste assez simple. J'ai essayé de pousser le truc un peu plus et de faire une représentation via une heatmap en fait de ce qui se passe au niveau des différents mappings mémoire. Donc ce que j'essaie de représenter en fait, c'est les différents mappings, représenter leur adresse space via un rectangle et de voir en fait les différents accès qui sont faits dessus et de les représenter graphiquement, du coup avec un point rouge qui s'estompe avec le temps. Ce que j'espérais voir en fait, c'était typiquement quand je spammais un bouton de vérification, qu'il y ait une zone bien distincte en fait, où on voyait qu'il y avait énormément d'accès, qui m'aurait permis de restreindre l'espace de recherche. On va voir un peu après que c'est pas exactement ce qui se passe. Donc voilà, on a plusieurs problèmes. C'est que au final, on génère énormément de données. Grosso modo, si je lance bash instrumenté et que je trace tout ce qu'il fait, donc je le lance juste, je le quitte, ça me génère 2 gigas de traces. Donc gros problème d'espace, gros problème de vitesse aussi, parce que derrière, il y a l'interface graphique qui essaie de parser tout ça. Donc encore quand c'est juste du filtre d'accès mémoire, ça se passe pas trop mal, même si ça se passe pas aussi bien qu'on voudrait. Mais dès qu'on veut essayer de render le truc, donc typiquement avec le truc que je viens de passer, vous avez bien vu que ça mettait énormément de temps. C'est pas du tout ce qu'on veut. Et une dernière chose, c'est que la visualisation, elle n'est pas utile du tout. Là, on voyait bien que les accès morts, ils se faisaient, on n'arrivait pas à trouver un pattern qui permettait d'en déduire quelque chose, quoi. Donc, du coup, à quoi ça sert? En gros, avec ce design-là, c'est clairement pas utilisable. Par contre, PinTool, ça va quand même nous permettre de... C'est quand même une méthode qui est super efficace pour tracer du code, et pas des accès mémoire au final. Parce que du code, on va pouvoir raisonner en termes de basic block. Il y a Pin qui nous fournit déjà une API, les éléments de l'API pour faire ça. Donc là, on a moyen de faire ça rapidement. Et en fait, ce qu'il faut surtout essayer de faire, c'est de surtout pas essayer de traiter les données à l'extérieur via un autre programme et de loguer tout bêtement. C'est de déporter en fait l'analyse dans le PinTool en fait. C'est lui qui est censé tout faire. Donc du coup, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire? C'est, dans le cas de la structure que j'ai montré, en fait, déporter le code qui filtre les accès dans directement le PinTool. À ça, on pourrait ajouter une gestion du dwarf ou des symboles qui nous permettrait en fait d'avoir un pretty print avec directement notre structure, les membres et les accès à ces différents membres. Autre chose, comme je le disais, on peut implémenter un PinTool qui se charge de faire du tracing de code, donc avec les basic blocks. Et pareil, en déportant tout ça dans le PinTool, on arrive à un truc qui est dans ce cas-là exploitable. Typiquement, là, la trace que j'ai passée tout à l'heure, qui regardait les accès mémoire et une structure, elle a pris à peu près 15 secondes. Quand je l'ai implémenté directement dans un PinTool, ça se fait en instantané. Au niveau de la conclusion sur Pin, c'est une super grosse API, on a énormément de features. Par contre, c'est pas du tout adapté pour du logging bête et méchant. Par contre, pour faire des stats, analyser les données qu'on récupère directement au runtime dans notre PinTool, c'est vachement adapté. Et c'est super cool pour faire de la vraie instrumentation. Là, je me suis bêtement hooké sur toutes les instructions, mais on peut faire des trucs vachement plus intéressants, comme modifier le contexte d'exécution du processus, ou carrément modifier certaines des fonctions. 2-3 petits tips si vous voulez vous amuser avec Pin. Déjà, il faut savoir que c'est pas compatible avec le Kernel 4.0 pour l'instant. De même, c'est pas compatible avec GCC Super A 4.9. Donc si vous êtes sous Arch, vous faites comme moi, vous mettez une VM Ubuntu. Il y a aussi un truc auquel il faut faire attention, c'est les applications multithreadées.
Au début, quand j'étais sur des applications de console, ça se passait vachement bien. Quand j'ai voulu passer à des applications graphiques, votre lib dynamique, quand elle est injectée en mémoire, elle va tourner sur chacun des threads. Bizarrement, Protobuf, il n'aimait pas du tout que j'essaye de sérialiser sur plusieurs threads en même temps. Donc, utiliser l'API de log de Pin, et surtout bien cette API de log, pas celle de la lib standard, parce que ça se passe très mal aussi. Et surtout, garder le traitement des données dans vos Pin tools. Voilà, j'ai mis 2-3 références de papers intéressants sur Pin. Et est-ce que vous avez des questions? Hop là. Bah justement, j'ai une question sur ta partie thread. Forcément, hein. On en a déjà parlé. Le truc qui t'impose tes locks, c'est Protobuf, qui nécessite que tu sois en exclusion mutuelle sur l'accès ou pas? Enfin, c'est lui ou c'est Pintool indépendamment? Non, en fait, c'est Protobuf. Ce qui se passe, c'est que j'avais des accès concurrents au niveau de mes structures de données. Donc, quand Protobuf essayait de sérialiser mon truc, j'avais un host thread qui essayait de rajouter des données dedans. Et du coup, ça se passait plutôt mal. Et tu pourrais pas essayer d'avoir ton login qui serait per thread et après éventuellement resérialiser Si c'est quelque chose qui peut se faire. Mais vu que j'avais des problèmes de perf, j'ai préféré pas pousser le truc. Ok. Et tu as regardé ce qu'ils font de particulier, les logs de Pin? Ils ont un truc... pourquoi est-ce que c'est leur je me suis pas intéressé à ce qu'ils faisaient en plus par rapport à ceux de la lib standard. Autre question? Sur ton affichage, effectivement, là t'as pas, ton truc, effectivement, oui, c'est lent, mais c'est pas juste dû au fait que tu es en train d'afficher tes trucs bêtement comme un bourrin dans Qt, est-ce qu'on pourrait pas se dire que en enregistrant un petit peu plus à l'avance et en faisant un truc un peu plus intelligent, genre par exemple avoir une fenêtre de temps peut-être un peu plus longue sur ton temps de persistance de tes données, on pourrait pas voir à ce moment-là des patterns apparaître, bêtement en faisant une vraie heatmap en fait. Mais en fait, le truc, c'est que en visualisant, en regardant plus loin dans la trace, les accès mémoire, ils sont vraiment super. Tout ce que j'ai réussi à voir, c'est des trucs qui me paraissaient aléatoires. J'ai jamais réussi à distinguer un vrai pattern. Donc, peut-être, hein, mais en tout cas, j'ai pas trouvé la bonne méthode de représentation pour le faire. Ok, parce que là, de loin, on voyait des trucs quand même. On voyait genre, sur ton truc, on voyait un paquet d'accès random, et puis il y avait un endroit où tu avais un truc qui était bien séquentiel, etc. Ouais. Donc là, on voit qu'on est en train de faire une connerie sur un buffer, quoi, quand même. Donc il y a quand même quelque chose, quoi. Et on n'a pas strictement rien. Non, c'est vrai, mais en fait, le truc que j'ai joué, en fait, c'est un bed crack me que j'ai fait avec une application Qt, un line edit pour rentrer un flag et une validation. La trace, on a vu, elle est arrivée jusqu'à 1%. La totalité de la trace était juste 5 fois où je cliquais sur le bouton de check. Donc, pour en déduire quelque chose, c'est moyen, quoi. Ok, ouais, effectivement. Ouais. Vu comme ça. Ok, t'as un buffer, mais ouais. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci. Merci.